On signale chaque année environ 1 million d'observations d'OVNI. La plupart ont une explication très simple, mais 5% d'entre elles demeurent inexpliquées. Voici l'histoire de ces contacts avec les extraterrestres. Sur une île de l'océan Atlantique, près des côtes du Brésil, des amis se retrouvent après une journée de travail. Passe la balle, vas-y. Qui veut du poisson? Colares est une île dans l'estuaire de l'Amazone, pas très loin de la ville de Belém, la capitale de l'État de Pará. La plupart des habitants de l'île vivent de la pêche et mènent une vie très simple. S'il m'en reste un, je te le donne. Pour Carlos Cardoso de Polanes, un pêcheur âgé de 45 ans, et pour toute l'île, la soirée est inhabituellement calme. Depuis 3 ans, d'étranges lumières menaçantes sont aperçues presque chaque soir. Un phénomène que les habitants appellent les chupa-chupa. Ça a commencé en 1975, mais ça s'est intensifié de juillet à décembre 1977. Toute l'île a été affectée par ces lumières. Carlos est un des rares habitants de l'île à n'avoir jamais vu cet étrange phénomène. Mais ce soir, tout va changer. Oh non, ça recommence. Regardez, les chupa-chupa. Elles sont revenues. Il se passe quelque chose. Quelqu'un crie « Chupa Chupa ». Et Carlos voit une boule enflammée qui se dirige vers lui. Elle a la taille d'un ballon de football. Va-t'en! Les gens avaient si peur qu'ils entrechoquaient les casseroles ou qu'ils tiraient des coups de feu pour essayer de faire fuir les chupa-chupa. Ils faisaient vraiment tout pour les chasser. Pour eux, c'était une invasion. Au secours! À l'aide! Les gens étaient frappés par des rayons lumineux. Ils étaient littéralement bombardés. Tout à coup, la boule s'est arrêtée et elle a fait demi-tour et elle a disparu. Chupa en brésilien veut dire sucer, aspirer. Ce surnom fait référence aux étranges marques sur le corps des gens qui ont été frappés par ces étranges rayons lumineux. Viens avec moi, je t'emmène à l'hôpital. Ce n'est pas une vague lueur dans le ciel. Ce n'est pas une rencontre passagère. C'est une île qui est assiégée. Mais Carlos allait bientôt recroiser la chupa-chupa. Quelques semaines plus tard, il est chez lui, sur le point de s'endormir. Il fume une dernière cigarette. Tout à coup, une boule de lumière entre dans la maison. Elle est là, chez lui. Il perd le contrôle de ses muscles. Son corps ne répond plus. La boule lumineuse se met à arpenter la pièce. Mais Carlos ne peut rien faire. Son corps ne réagit plus. Il est conscient, mais son corps est paralysé. Puis la boule de lumière, la chupa, lui parcourt les jambes. Carlos est terrifié. Ce n'est pas du tout pareil de voir quelque chose à l'extérieur et d'être attaqué, scanné par cette chose à l'intérieur de sa propre maison.
Ce n'était pas de l'hystérie, c'était réel, physique. De nombreux habitants de la petite île brésilienne de Colares se plaignent d'avoir été attaqués par d'étranges lumières, les Chupa Chupa. Cette nuit, le tour du pêcheur Carlos Cardoso de Polan est venu. Il a pensé que la Chupa Chupa venait chercher une veine pour lui aspirer le sang. Il a si peur qu'il se met à hurler. Et au moment où il crie, la boule se volatilise. Il est de nouveau seul dans la pièce. Il veut se relever, mais il titube. Il est affaibli et désorienté. Les témoins rapportent qu'on leur a enlevé toute leur énergie. Ils se sentent vidés. Plusieurs témoins que j'ai interrogés ont dit qu'il leur avait fallu très longtemps pour récupérer leurs forces après les attaques. Carlos réussit à atteindre le seul dispensaire de l'île. Docteur, s'il vous plaît, j'ai vu la Chupa. Je souffre beaucoup. La Chupa m'a attaqué. Viens par ici. Viens. Viens par ici. Une personne capitale dans cette affaire est une femme médecin appelée Velaide Cecim Carvalho. C'est probablement la personne la plus instruite de l'île. Mais elle va devoir faire face à un phénomène auquel sa formation médicale ne l'a pas préparée. Ouvrez les yeux. Il n'est pas le seul, il y en a d'autres. Et il y en a de plus en plus. Il y avait des centaines de victimes des Chupa Chupa. Carlos était seulement l'un d'entre eux. Je n'ai jamais vu ça. D'abord, elle pense que c'est une forme d'hystérie. Mais en auscultant les patients, il lui est apparu évident qu'ils avaient bien subi des dommages physiques réels. Très bien. Alors, redites-moi ce que vous avez vu. Elle parle aux témoins. Elle est de plus en plus surprise par ce qu'elle découvre sur les blessures et sur les attaques des Chupa. Ils parlent tous des Chupa. Ils disent qu'elles viennent du ciel pour les attaquer. Ils avaient des plaies sur les épaules, la poitrine, le cou. Ça va aller. Essayez de vous redresser. Les témoins se sentent faibles, désorientés. Elle pense que certains ont perdu du sang. Mais les symptômes des patients ne correspondent à aucune maladie connue. Certains ont dit que c'était des crises de paludisme ou quelque chose de similaire. Mais il est évident que la doctoresse connaissait bien ce genre de maladie. Malgré les témoignages des habitants et leurs blessures, la doctoresse est toujours un peu sceptique. Qu'est-ce que c'est? Mais un soir, elle voit un objet lumineux. Elle se rappelle ce que lui ont dit les habitants. Et elle pense qu'elle va être attaquée. Mon Dieu, la lumière! L'objet mystérieux se déplace rapidement. Mais il ne projette pas de rayons lumineux sur elle. Elle voit le phénomène de ses propres yeux.
Elle en est directement témoin. Partons, vite! Avec des centaines, voire des milliers de contacts et de signalements, il était inévitable que l'information remonte jusqu'au plus haut niveau du gouvernement brésilien. Et le gouvernement a chargé l'armée de l'air d'aller sur place et d'enquêter sur ce qui se passait. Au cours des 20 dernières années, je me suis rendu plusieurs fois à Colares pour enquêter sur les Chupa Chupa. Cette vague d'attaque n'a eu lieu qu'au Brésil, et uniquement à cette époque-là. Dans toute la documentation qui existe sur les ovnis, absolument rien ne ressemble à ce qui est arrivé à Colares. En septembre 1977, l'armée de l'air brésilienne a lancé une enquête top secret avec pour nom de code Opération Soucoupe. De nombreux militaires affectés sur Colares ont signalé des ovnis. En 4 mois, en 1977, 9000 habitants de Colares, soit 90% de la population, ont fui leur île pour ne jamais y revenir. Certains responsables brésiliens ont avancé que les lumières étaient en réalité des armes sophistiquées testées par l'armée américaine. Le gouvernement brésilien a mis fin à l'enquête et le dossier a été classé secret jusqu'à la fin des années 90. Il va atterrir, il va s'approcher, il ne sait pas ce que l'objet va faire. À ce moment-là, Charlie souffre terriblement. La journée commence pour l'agriculteur Charlie Brou et son fils Trevor. L'histoire se passe près d'une bourgade de 2 ou 3 000 habitants dans l'est de l'État de Victoria, en Australie. Il faut du fourrage, papa. J'y vais. Charlie Brou et sa famille avaient une exploitation laitière. Et tous les jours, ils traillaient 70 ou 80 vaches. Ça devrait suffire. Charlie Brou était quelqu'un de connu, une personne très respectée dans le petit hameau de Willow Grove. Comme tous les matins, Trevor aidait son père pour la traite. Charlie entend un son qui vient de l'est, une sorte de vrombissement inhabituel. C'est quoi ce bruit? Je sais pas. C'est bizarre. Charlie regarde dehors pour voir d'où vient le bruit. Mais il ne voit rien. Le bétail se comporte de manière étrange. Les bêtes sont très agitées. Quelque chose leur a fait peur. Dans beaucoup de cas d'ovnis, les animaux réagissent de façon bizarre, un peu comme s'ils sentaient ce qui est sur le point de se produire. Le vrombissement augmente de plus en plus. Et soudain, Charlie remarque quelque chose qui sort des nuages et qui se dirige vers la ferme. L'engin pique lentement vers le sol. Mais pour Charlie, ce n'est pas un avion. Silence. Ça va aller. Papa, où tu vas? Je vais calmer les vaches. Charlie va voir ça de plus près.
Il se demande ce que fabrique cet engin. À première vue, l'objet est de forme arrondie. Il se dit, ça doit être un hélicoptère. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, volant dans le ciel et sortant des nuages? Mais l'objet approche. Et Charlie s'aperçoit que ce n'est pas ça. Il a mal à la tête, comme jamais auparavant. Charlie souffre terriblement. Charlie Brou et son fils sont en train de traire les vaches. C'est quoi ce bruit? Je sais pas. Quand quelque chose semble effrayer les bêtes. Papa, où tu vas? Je vais calmer les vaches. Charlie sort de l'étable et voit un objet étrange qui se dirige vers lui. L'objet se dirige vers Charlie. Il semble de plus en plus gros. L'objet sort vraiment de l'ordinaire. La base semble effectuer une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Charlie est fasciné. L'objet s'approche et s'arrête. Juste devant lui. L'objet a la forme classique d'une soucoupe volante, comme deux bols aplatis l'un contre l'autre. Sur le dessus, Charlie voit une sorte d'antenne très mince. Au même instant, il ressent une douleur très vive derrière les yeux. Comme il l'a dit plus tard, il n'était pas sujet aux maux de tête. Et pourtant, là, il a un mal de tête carabiné. Charlie souffre terriblement. Il a peur. Puis, l'appareil émet un puissant jet d'air. S'il a effectivement affaire à un véritable ovni, on peut parler d'une sorte de gaz d'échappement. Trevor est toujours dans l'étable. Papa? Il entend lui aussi le son, le vrombissement. Papa? Papa? Papa, j'arrive! L'appareil est remonté dans les nuages. Il a disparu en l'espace de quelques secondes. Papa, c'était quoi? T'as rien vu? Non. Trevor avait entendu le bruit. Il savait que son père avait vu quelque chose d'étrange. Trevor n'a pas vu l'engin. Mais son père n'était pas du genre à inventer une histoire sur une soucoupe volante. Donc il l'a cru. Papa? Le mal de tête de Charlie était vraiment sévère. Il a souffert tout le reste de la journée et toute la nuit. Puis ça s'est dissipé. Charlie était conscient que cette expérience avait été très courte. Une expérience très condensée. Mais pour lui, tout cela avait été très riche et très intense. Jusqu'à sa mort, Charlie Brou a affirmé qu'il avait vu un ovni. L'armée de l'air australienne et l'Agence nationale pour la science ont toutes deux envoyé une équipe d'enquêteurs sur les lieux. Et Charlie Brou leur a fait un rapport détaillé. L'armée de l'air lui a demandé de dessiner ce qu'il avait vu
et la forme et les dimensions de l'objet correspondent à plusieurs autres signalements. Les enquêteurs ont trouvé près de la ferme d'importantes quantités de roches ferrugineuses qui peuvent être conducteurs d'énergie électromagnétique. Une théorie voudrait qu'un champ électromagnétique très puissant puisse causer des maux de tête et des effets lumineux dans l'atmosphère. L'armée de l'air a conclu que Charlie Brou avait assisté à un phénomène naturel, très probablement une tornade. Mais les ufologues remettent en cause cette hypothèse, car la prétendue tornade n'a jamais causé aucun dommage à la ferme. Voici l'histoire de ses contacts avec les extraterrestres. On en fait combien? On vérifie le périmètre. 3 à 6. Sur l'une des bases aériennes les plus sécurisées des États-Unis, une équipe de maintenance de missiles nucléaires fait sa ronde de nuit. Rien de compliqué, c'est bon. Ouais. Il y a du café? La base de Minot était un élément important du système de défense et d'attaque aérienne des États-Unis. Elle abritait à la fois des missiles balistiques intercontinentaux et des bombardiers nucléaires B-52. John O'Connor et Lloyd Isley se dirigent vers l'un des 150 silos à missiles nucléaires de la base. Ils sont jeunes, ce sont des techniciens de maintenance. Ils ne sont pas formés au combat, mais à réparer des missiles. Ce sont des techniciens. C'est drôlement silencieux. Mortel. C'est le milieu de la nuit. Le plus dur, c'est de rester éveillé jusqu'à la relève du matin. En regardant par la fenêtre, John O'Connor voit une lumière très vive. Il se dit qu'un fermier a oublié de l'éteindre, il est 2 heures du matin. Il continue de rouler vers le nord. Il regarde à nouveau et remarque que la lumière a gagné en hauteur et les suit. Hé! Qu'est-ce qu'il y a? Ça, regarde. Elle nous suit. T'es sûr? Regarde. Ça les inquiète un peu. Ils se demandent ce que c'est. Ils ont l'impression que l'objet les surveille. Qu'est-ce que c'est? Écoute, écoute. Les 2 hommes ont dit que la chose émettait un bruit en venant vers eux, comme un moteur à réaction. Qu'est-ce qu'on fait? Centrale, ici l'unité 1. Est-ce qu'il y a des appareils en manœuvre ou des patrouilles cette nuit? Attendez, je vois avec la tour de contrôle. Contrôle, les radars captent quelque chose près du silo 7? Négatif central, trafic nul dans l'espace aérien, terminé. On lui a dit qu'il n'y avait pas le moindre trafic. Accroche-toi. John O'Connor décide d'aller voir ce qui se passe. Il pense qu'ils sont surveillés. Il croit que cette lumière ne se déplace pas sans raison et que son but est de les suivre. La lumière se dirige vers l'un des sites de missiles, connu sous le nom de code 7 novembre. O'Connor pense immédiatement à l'éventualité d'une menace sur le silo. Allons-y, vite, vite, vite. Grouille. C'est une situation très dangereuse. Un objet inconnu se trouve près de la rampe de lancement et la menace. Isley prend une hache à l'arrière du pick-up. Isley voulait avoir une arme, au cas où. N'oubliez pas que c'était une équipe de maintenance, pas de garde. Ils n'étaient pas armés. Qu'est-ce que tu fous? C'est tout ce que j'ai! John O'Connor entre dans le silo. Lloyd Isley reste dehors.
Isley continue à regarder l'objet qui se rapproche et devient plus brillant. Il distingue une forme oblongue. Il a l'impression que l'objet est immense, un quart de la taille d'un porte-avions peut-être. Il n'avait jamais vu ça de sa vie. Il est terrifié. Il ne comprend pas. Unité 1, une équipe de sécurité est en route. La situation peut tourner au désastre. Sur une base aérienne du Dakota du Nord, deux techniciens repèrent un objet qui plane au-dessus d'un silo à missiles nucléaires. Au début, les deux hommes sont les seuls témoins. Puis, l'objet mystérieux apparaît sur l'écran radar. Quand on voit quelque chose qu'on ne peut pas identifier, ça devient une question de sécurité nationale. Il faut savoir ce qui se passe et pourquoi. Caporaux Adam et Jablonski, on nous signale des lumières non identifiées au-dessus de 7 novembre. Rapport demandé. Bien reçu, on y va. Une équipe de sécurité nucléaire vient prêter main forte aux techniciens. Joe Jablonski et Gregory Adams, des services de sécurité, étaient chargés de protéger ces armes nucléaires. Ils étaient à 20 minutes de leur destination, mais ils entendaient déjà beaucoup de conversations sur leur radio. Contrôle ici O'Connor. Je confirme, l'enceinte n'est pas forcée, mais l'objet se rapproche. On a besoin de renforts, tout de suite. Ne bougez pas, Unité 1. On a envoyé la sécurité. À 3 heures. Tu vois? Alors qu'ils foncent vers le silo 7 novembre, ils voient une lumière. Contrôle, on a une grosse lumière en visuel à environ 13 km. Terminé. Reçu, sécurité 1. Confirmation radar. Objet en descente. Lorsque l'équipe de sécurité arrive au silo, l'objet plane juste au-dessus de Lloyd Isley et de John O'Connor. Ils se préparent à défendre le site contre l'intrus, quel qu'il soit. On ne se met pas à tirer au milieu du Dakota du Nord sans danger imminent. Ils sont entraînés à ne pas ouvrir le feu. Du calme. Au même moment, un bombardier B-52 qui était en mission d'entraînement rentre à la base aérienne de Minot. Sécurité 1, un B-52 est en approche. Vous lui donnez les coordonnées? Reçu. Ouais, je dirais à 1,6 km, sud-sud-ouest. Minot à contrôle d'approche, terminé. Ici, contrôle d'approche, en contact avec le B-52. Lumière non identifiée près de 7 novembre. La tour de contrôle voulait que le B-52 confirme ce que voyait l'équipe au sol, afin de déterminer exactement de quoi il s'agissait. Stand-by, contrôle. On en a un autre. Non identifié. Objet en visuel à 43 km au nord-ouest de 7 novembre à 12 000 pieds. Donc l'équipe à terre observe un objet, tandis que celle du B-52 en voit un autre. Les voilà avec deux ovnis. Soudain, l'objet qui survole le silo 7 novembre fonce dans le ciel. Contrôle, on a perdu le visuel. Les gars à terre et les pilotes du B-52 voient les objets disparaître au même moment. Des rapports sur cette mystérieuse observation parviennent au haut commandement de l'armée américaine. Une enquête est ouverte. Le capitaine Bradford Runyon, pilote du B-52, dessine un croquis détaillé de ce qu'il a vu. Pour mener les recherches, l'armée de l'air désigne sa section d'investigation sur les ovnis, le projet Blue Book. Au total, 14 personnels au sol ont observé l'ovni cette nuit-là. Selon une théorie, il s'agirait d'un phénomène météorologique rare. Des décharges de gaz ionisés dans l'atmosphère appelées boules de plasma. Au plus fort de la guerre froide,
des ovnis ont été observés dans 4 autres bases nucléaires, Malmstrom, Loring, Wurtsmith et Warren. Il est revenu. Où ça? Ils ont vu une silhouette. Mon père! Il était de plus en plus près. Dans la jungle obscure de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Stephen Moy se rend à l'école de la mission anglicane où il est enseignant. Stephen Moy court avertir le père William Gill. Le père Gill était le missionnaire anglican chargé de l'éducation et d'autres services. Depuis peu, le père Gill répertorie d'étranges observations rapportées par les villageois. Ces derniers croient avoir vu des vaisseaux extraterrestres. Quant à Stephen Moy, c'est la 2e fois qu'il voit un tel objet en moins d'une semaine. Mon père. Qu'y a-t-il, Stephen? Il est revenu. Venez. Le père Gill était sceptique, mais suffisamment ouvert d'esprit pour étudier toutes les éventualités. C'est peut-être Vénus. C'est pas Vénus. Alors qu'est-ce que c'est? Le père Gill pensait que c'était peut-être Vénus qu'avait vu Stephen Moy et les autres. C'est la planète la plus brillante, et avec la réfraction, elle peut sembler danser dans le ciel. Il est plus près. Sur la plage, ils auront une vue dégagée sur le ciel. Il a vu une vive lumière au nord-ouest. Il a trouvé ça étrange. Le pasteur se rend à l'évidence. Ce n'est pas Vénus. En fait, Vénus était à sa gauche. Il s'est dit que ça devait être un avion. Mais la chose ne se comporte pas comme un avion. L'objet n'émettait aucun bruit. En descendant, il projetait un halo lumineux sous les nuages. Je l'ai déjà vu. Puis, le mystérieux objet disparaît. Le père Gill rentre à la mission. Bonsoir, mon père. Il note ce qu'il a observé. Il était sûr d'avoir vu quelque chose, mais il était aussi suffisamment prudent pour ne pas tirer de conclusions avant d'être tout à fait sûr de ce que c'était. L'une de ses assistantes, Annie-Laurie Borowa, vient le rejoindre. Bonsoir, mon père. Bonsoir, Annie. Annie-Laurie était institutrice à l'école de la mission. 18h45, vu une lumière blanche brillante. Mon père, vous voyez ça? Cette fois, l'OVNI est bien plus près. Il était à environ 150 mètres. Ils ont vu un objet principal. Mais tout près, il y avait aussi des objets plus petits. Qu'est-ce que c'est, mon père?
Des satellites peut-être. Les premiers satellites avaient été lancés 2 ans auparavant. Pour les gens, le seul élément de référence était le lancement des Spoutnik. La chose s'est rapprochée. Ils ont vu une silhouette. Ce n'est pas un satellite. Il était de plus en plus près. Mon père! Il y avait 4 silhouettes au sommet du vaisseau. Elles étaient assez grandes. Dans sa mission reculée de Papouasie-Nouvelle-Guinée, le père Gill tente d'expliquer les apparitions répétées d'un étrange objet dans le ciel. Des satellites peut-être. Et de ses curieux occupants. Qui sont-ils? Mais avant que quiconque puisse apporter une réponse, les objets se sont éloignés. Puis, ils ont foncé à travers la baie. Ils ont été vus par environ 25 autres personnes. Le lendemain soir, le père Gill rédige un rapport pour ses supérieurs. Il est toujours convaincu qu'il existe une explication logique à ce qu'il a vu la veille. Mon père! Mais le phénomène Mon père! résiste à toute explication rationnelle. Mon père! Il est là, Où ça? sur la plage. Stephen Moy et d'autres personnes sont déjà rassemblées sur la plage. Le même objet semblait être de retour. Avec la même silhouette mystérieuse au sommet. Et cette fois, elle n'est pas seule. Il y avait 4 silhouettes en haut du vaisseau. Tout le monde les voyait. Elles étaient assez grandes. Mais c'est qui? Peut-être des militaires. Le père Gill envisageait encore la possibilité que ce soit une sorte d'avion américain ultramoderne. Vous croyez que c'est l'armée? Possible. Ça se passait peu après la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis étaient très présents dans le Pacifique. Le père Gill a décidé de leur faire signe. Une silhouette s'est approchée du bord. À ce moment-là, il s'est produit une chose extraordinaire. Une des silhouettes a répondu. Le père Gill voulait peut-être les inviter à atterrir. Il aurait su alors à quoi ils avaient affaire. Ensuite, le vaisseau s'éloigne en direction de la mission. Tout le monde à la mission, allons-y. Dans l'enceinte de la mission, à 100 mètres de la maison du père Gill, Waouh, c'est pas vrai. le vaisseau plane en silence, comme s'il attendait un second contact. Le père a tenté une autre expérience. L'objet s'est mis à se balancer doucement d'un côté, de l'autre, comme un pendule. Il imitait le mouvement de va-et-vient de la lampe torche. Et soudain, le spectacle est terminé.
L'objet s'est éloigné lentement et a disparu dans les nuages. Allez, tout le monde rentre. J'ai eu de nombreuses discussions avec le père Gill au cours des années, et on partage la même foi. Je me dis que c'était peut-être une rencontre avec des anges. « 25 témoins co-signent le rapport du père Gill sur les étranges observations des 26 et 27 juin 1959. 6 mois après les événements, l'armée de l'air auditionne le missionnaire et attribue ce qu'il a vu à un phénomène céleste causé par la planète Vénus. Le célèbre professeur Donald Menzel, qui nie l'existence des ovnis, approuve cette conclusion. D'autant que le père Gill est myope. Mais cela n'explique pas que 25 autres personnes aient observé le même phénomène. Les observations de 1959 en Papouasie-Nouvelle-Guinée constituent le premier signalement d'extraterrestres crédibles de l'histoire des ovnis. Voici l'histoire de ces contacts avec les extraterrestres. Chris Bales et son frère Mark chassent le cerf dans ces montagnes depuis 20 ans. Mark et Chris Bales avaient une entreprise de construction dans la région de Bend, dans l'Oregon. Ils avaient une bonne réputation dans leur communauté. C'étaient des gens honnêtes et très respectables. Ils adoraient chasser. Chaque automne, ils allaient chasser vers Challis. Mark et Chris connaissaient très bien ces bois. Ils traquent le roi de la forêt, un cerf de 12 corps. On ferait mieux de chasser le corbeau. Oh, on a des lasagnes sinon. Après une longue journée de chasse, les deux frères regagnent leur campement, les mains vides. On n'a rien. T'inquiète, j'ai lancé les steaks. Rob, leur meilleur ami, a commencé à préparer le dîner en les attendant. Je mets le film. C'est un week-end entre copains dans la forêt. Ils ont emporté avec eux quelques éléments de confort moderne. Ils regardent des vidéos. Il me faut vraiment des pop-corn. Serre-toi. À ce moment-là, Chris décide de sortir pour aller chercher de la nourriture dans la camionnette. Il est en train de marcher vers le véhicule lorsqu'il a soudain la sensation étrange qu'il va se passer quelque chose. On dirait qu'il y a une tension presque physique et palpable dans l'air. C'est une région où on peut facilement croiser des animaux dangereux. Mais ce qu'il entend ne ressemble pas au bruit d'un animal. C'est plutôt un son mécanique. Et c'est juste au-dessus de sa tête.
Il voit quelque chose masquer toutes les étoiles. Ce truc était pile au-dessus de sa tête. Il aurait pu l'atteindre en jetant une pierre. Il dirige la lumière de sa lampe torche vers le ciel et découvre un objet. Une forme triangulaire avec des bords arrondis. Pour faire du surplace en l'air, un objet de cette taille nécessite une puissance phénoménale. Et pourtant, il ne fait aucun bruit. Marc! Bob! Chris éclaire alors l'arrière de l'objet. Et à ce moment-là, des lumières s'allument sous l'appareil. Soudain, la lumière devient plus forte. Il a l'impression que c'est lui qui a provoqué cette réaction. Comme s'il y avait un pilote intelligent. Cette chose était-elle en sommeil? Est-ce lui qui a déclenché un mouvement, une réaction? Les gars! Il est évident pour lui que ça ne vient pas d'ici, que ça vient d'un autre monde. Regardez! Alors qu'il est à la chasse avec son frère et un ami dans l'Idaho, Chris Bales a le sentiment d'être observé par un objet volant non identifié. Il ne voit pas d'hélice, pas d'insigne, rien qui lui permette de reconnaître un avion ou un hélicoptère. Le revêtement extérieur ressemble presque à du cuir. La lumière est de plus en plus forte. Il sent de l'électricité dans l'air. De l'électricité statique. Chris entend alors un bruit étrange. Un son profond et puissant. Un peu comme si les turbines d'un barrage venaient d'être mises en route. Le bruit est assourdissant. Ça ressemble tout à fait à un appareil qu'on met en marche. Les gars! Il s'est senti en danger, comme si on l'attaquait. Allez! Chris? Chris? Allez! Chris? Ils ont d'abord pensé à un grizzly ou à un puma. Lorsqu'ils sortent, ils découvrent Chris à genoux. L'engin est dans le ciel et il s'éloigne. Ils attrapent une paire de jumelles pour essayer d'observer cet objet avant qu'il ne disparaisse. Ils parviennent à distinguer des détails supplémentaires, y compris 6 cercles étranges sur le côté de l'appareil. Mark, le frère de Chris, est pilote. Et lorsqu'il regarde cette chose, il lui semble évident qu'elle ne se comporte pas comme un avion. Elle ne vire pas sur l'aile. Il n'y a pas de déflexion aérodynamique. Cet objet était au moins aussi gros qu'un F-15. Et il restait en l'air à une vitesse de 65 km/h. Pour pouvoir rester en l'air, un F-15 doit avoir une vitesse minimum de 210 km/h. Ça défie les lois de la physique. Regardez!
D'après eux, la course de l'objet était incroyablement régulière. Il glissait presque comme un palais de hockey quand on le propulse sur la glace. La plupart du temps, les gens voient des objets filer à toute vitesse. Mais là, ils s'éloignaient lentement. Chris avait déjà été poursuivi par un ours. Mais il a raconté que cette expérience lui avait inspiré une terreur beaucoup plus intense. Bien sûr, être pourchassé par un ours est effrayant. Mais il savait ce qui se passait. Il avait un cadre de référence. Alors que là, c'était l'inconnu. Il ne savait pas à quoi il avait affaire. C'est pour ça que c'était aussi effrayant. Ils n'ont pas dit que c'était un phénomène extraterrestre. Juste, voilà ce qu'on a vu. Les frères abandonnent leur campement et parviennent à l'aube au motel le plus proche. Mark Bales signale l'incident à l'autorité de régulation de l'aviation civile et à la base aérienne voisine, Mount Home. Il leur fournit les coordonnées GPS exactes. Le lendemain, des avions de chasse américains sont repérés à proximité du site. Lorsque Mark Bales interroge l'aéroport de Boise à 300 km de là, on lui répond que la tour radar n'a rien enregistré d'inhabituel dans la zone où les trois amis chassaient. Mais en analysant les données du radar Doppler, William Puckett, ancien opérateur du service météorologique des États-Unis, découvre deux anomalies près du campement des frères Bales, à peine 8 minutes avant l'observation de l'étrange appareil. J'ai jamais vu un avion comme celui-là. Bizarrement, toutes les lumières commencent à clignoter. Il est là. Et ils attendent le son de l'impact. Attention, attention! Attention, attention, c'est dangereux! Sur l'île de Madagascar, au large de l'Afrique, la plupart des gens vivent dans la capitale. Ancien pilote français, Edmond Campagnac occupe désormais un poste à responsabilité dans une compagnie aérienne, à plusieurs milliers de kilomètres de chez lui. Edmond Campagnac était directeur technique du bureau malgache d'Air France. C'était un homme hautement qualifié, intelligent et très respecté. On va prendre un café au marché? Oui, bien sûr, absolument. Edmond Campagnac et ses collègues ont attendu l'avion postal, leur principal lien avec le monde extérieur. On dirait que l'avion postal était encore en retard aujourd'hui. Ils ont besoin d'un meilleur pilote. Comme toi? Voyons, personne n'est aussi bon que moi. À l'époque, Madagascar était une colonie française. Il y avait donc des liaisons régulières avec la France. Et le courrier arrivait quotidiennement de France, malgré la distance. Vous ne trouverez pas mieux. Venez, venez acheter ici. Ils traversent la place du marché pour aller dans un café en plein air. À l'époque, la capitale malgache s'appelait encore Tananarive. Ce n'était pas Paris, mais ce n'était pas non plus un patelin. 3 cafés. C'était une ville très peuplée, avec une vie sociale très active. Je me demande qui m'a écrit aujourd'hui. Ta famille, sans doute. Oui, absolument. Mais des jeunes filles aussi. À 18 h, c'était le crépuscule. Et le ciel était dégagé. Monsieur le pilote, ne vous gênez pas. C'est quoi ça? Est-ce que c'est l'avion postal qui revient déjà? J'ai jamais vu un avion comme celui-là. Qu'est-ce que vous regardez? Ils aperçoivent quelque chose, une sorte d'objet verdâtre qui descend du ciel et se dirige vers eux. C'est une météorite? Ils pensent à une météorite sur le point de s'écraser.
Ils la regardent descendre, descendre, descendre. On est en 1954. Aucun satellite n'a encore été envoyé dans l'espace. Si bien que l'hypothèse de la météorite semble certainement la plus logique. Campagnac et ses collègues ne sont pas les seuls à l'avoir vue. Il y a des centaines ou même des milliers de témoins. Il y a de quoi avoir peur à ce moment-là. Si un immense météore s'écrasait sur la capitale de l'île de Madagascar, il pourrait tout à fait tuer tout le monde. Lorsque cette chose passe au-dessus de la ville, il se produit quelque chose d'étonnant. Bizarrement, toutes les lumières commencent à clignoter. Ça alors. Soudain, l'étrange objet passe à toute vitesse au-dessus du marché en plein air. Ils attendent le son de l'impact. Sauf qu'il n'y en a pas. Où est-il passé? Regardez, il est là. Il réapparaît et revient vers eux. Ce qu'ils ont sous les yeux ne ressemble pas du tout à une météorite. C'est un engin tout à fait inhabituel. Ils ne savent pas ce qui va se passer. C'est la panique dans la rue. À Tananarive, la capitale de Madagascar, Edmond Campagnac et plusieurs milliers d'autres personnes voient une étrange lumière verte les survoler. Où est-il passé? Elle semble disparaître, mais pas pour longtemps. La balle verte réapparaît et fait demi-tour pour revenir vers eux. La plupart des gens présents s'enfuient. Mais Edmond Campagnac et ses collègues restent sur le marché pour observer la scène. C'est pas possible. On parle d'un objet qui est à peine à quelques centaines de mètres au-dessus de leur tête. C'est pas juste une lumière dans le ciel. L'objet ne se déplace pas très vite. Ils ont tout le loisir de l'observer. La structure est en forme de losange ou de disque. Et elle fait plus ou moins la taille d'un petit avion. Derrière, il distingue des étincelles d'un rouge orangé. Est-ce que ça vient d'un genre de moteur à réaction ou de la combustion d'une substance chimique? Dans ce cas, il devrait y avoir du bruit. Or, cette chose ne fait aucun bruit. Regardez ça. C'est pas possible. Edmond est absolument fasciné. Il essaye de faire appel à ses connaissances, à sa propre expérience. Est-ce que ça ressemble à un engin qu'il connaît? La réponse est non. Il n'a encore jamais rien vu de pareil. Soudain, toutes les lumières s'éteignent. La ville de Tananarive reste dans le noir pendant 10 minutes. Elle n'a plus d'électricité. Panne de courant général. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ça a coupé le courant. Cet appareil génère une sorte de champ qui perturbe le réseau électrique. Au milieu des années 50, ni les Américains ni les Russes n'avaient ce genre de capacité. Qu'est-ce qui se passe? Les lumières se rallument aussi soudainement qu'elles se sont éteintes. Votre attention, s'il vous plaît. Edmond Campagnac est ingénieur. Il a un raisonnement scientifique. Mais la terminologie et les connaissances dont il dispose ne lui permettent pas d'expliquer ça. Votre attention, s'il vous plaît. Tout le monde, rentrez chez vous, ça pourrait revenir. Officier, comment savez-vous cela? Il y a déjà des rapports qui signalent que la lumière a été vue à 2 heures d'ici. Alors rentrez chez vous maintenant. Tout le monde!
Dans les 2 ou 3 minutes suivant le départ de l'objet et sa disparition, on a observé le même objet ou un objet absolument identique à 150 km au sud, toujours sur l'île de Madagascar. Edmond Campagnac n'était pas le seul. Un certain nombre d'autres Français et de Malgaches ont vu cet objet qu'ils ont tous décrit exactement de la même façon. Ils ont vu un objet qui n'était pas censé exister et qui existait malgré tout. Ce que Campagnac avait observé était tellement étrange que la seule explication logique pour lui, c'était qu'il s'agissait d'un engin extraterrestre. Quoi qu'il en soit, la portée de l'événement dépasse largement l'océan Indien. L'état-major de l'armée de l'air française à Madagascar lance immédiatement une enquête. Le rapport est classé secret défense, mais il attire l'attention du futur président, Charles de Gaulle. L'intérêt prononcé du général pour cette affaire favorise la création du GEPAN, un département du Centre national d'études spatiales chargé d'étudier les phénomènes aéronautiques non identifiés. En 1964, 10 ans après l'observation, le GEPAN rouvre le dossier et interroge de nombreux témoins présents ce soir-là, qui disent tous avoir vu un objet vert lumineux. Le rapport conclut qu'il y a eu 2 observations, à 150 km l'une de l'autre. Si c'était en effet le même objet, il s'est donc déplacé à plus de 3000 km/h pour couvrir une telle distance en si peu de temps.